les conférences du Centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir à tous. À quelques jours de la célébration du 80e anniversaire de la première réunion du CNR, CNR étant le Conseil national de la résistance, donc, qui s'est tenu à Paris le 27 mai 1943 sous la présidence de Jean Moulin. Nous avons choisi de vous présenter ce soir un ouvrage qui a un peu plus d'1 an, qui parle pas tant du CNR que de son programme et surtout de l'usage qui est fait de ce programme dans le champ politique, syndical et social. Donc à travers cet ouvrage de Laurent Douzou, Découvrir le programme du CNR, c'est une forme très originale puisqu'il est découpé en une douzaine de parties qui chacune s'appuie sur un texte de nature très diverse. Ça peut être un discours du président de la République comme un extrait des années d'Annie Ernaux. Alors, et oui, il n'y a que Laurent Douzou pour faire des trucs pareils. On connaît bien Laurent Douzou ici, donc professeur émérite des universités, qui a enseigné longtemps chez nos voisins à Sciences Po, qui est membre de notre conseil scientifique, qui nous a beaucoup toujours soutenus dans nos recherches, dans les relectures, dans les conseils, et qu'on remercie beaucoup d'être là ce soir, après quelques péripéties de train. Merci Isabelle, c'est moi qui vous remercie. Ça me fait très plaisir de présenter cet ouvrage qui, vous le voyez, est un ouvrage modeste dans la collection Les Propédeutiques des éditions sociales. C'est un vrai livre de poche d'un prix très modéré et qui ne prétend pas faire œuvre d'érudition, mais qui pose un certain nombre de problèmes. Et je dois dire que quand j'ai commencé à le faire, c'est une commande qui m'a été passée. Je n'ai pas très confiance en moi et souvent je ne pense pas écrire des livres. Je les écris souvent quand on me demande de les faire. Et au départ, je me dis ça ne servira à rien. Puis finalement, celui-là, je suis assez content qu'il soit là. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il est au cœur de questions qui agitent le débat public de façon très claire. Il est paru en février 2022. Je dirais qu'il ne pouvait pas être plus à point nommé que ça. En arrière-plan de cet ouvrage, il y a de ma part une perception très critique, mais vous le verrez dans mon exposé, mais je mets les cartes sur table, une perception très critique de l'usage qui est fait aujourd'hui, pas tellement du CNR, mais du programme du CNR. Et moi, je porte là-dessus un regard qui, je le dis, est très critique. Ça ne veut pas dire, évidemment, que j'impose ce regard. J'y viens dans un instant. La manière même dont l'ouvrage est conçu autorise chacune et chacun, à partir de là, à réfléchir lui-même et éventuellement à prendre le contre-pied de ce que je dis. Et je pense que ça pourra alimenter une discussion entre nous après coup. Une précision encore, Isabelle l'a dit, ce n'est pas un ouvrage sur le Conseil de la Résistance, plus tard connu comme Conseil national de la Résistance. Là, il y a un ouvrage qui a été écrit et qui fait référence, c'est l'ouvrage de Claire Andrieux, qui s'appelle « Le programme commun de la résistance », qui a été publié en 1984 aux éditions de l'Érudit et qui épuise absolument le sujet. C'est-à-dire qu'elle fait la généalogie de ce programme, elle en regarde les différentes moutures, elle en étudie les acteurs. Ce n'est pas du tout la prétention que j'avais, et comme je connaissais le livre de Claire Andrieux, je n'avais pas l'intention de faire un doublon et un mauvais doublon. Et d'ailleurs, le titre, c'est « Découvrir le programme du CNR ». Alors pourquoi découvrir ? Ça peut paraître un paradoxe, parce que ce programme, il est, à mon avis, assez connu, en tout cas dans l'énoncé, programme du CNR, et il est très fréquemment cité. Or, moi, quand je l'entends citer, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression que sa notoriété tient lieu de connaissance. C'est-à-dire qu'on le cite, très honnêtement, je pense que beaucoup des gens qui le citent ne l'ont pas lu. Je pèse mes mots, ne l'ont pas lu, mais le citent, parce que c'est au sens plein du terme qu'emploie Pierre Nora, un lieu de mémoire. C'est quelque chose qui peuple notre esprit, comme La France de Vichy de Robert Paxton, que tous les gens qui le citent n'ont pas lu, bien entendu, et quantité d'autres choses qui structurent notre esprit. Et donc, on croit savoir ce qu'il dit.
Et moi, à écouter le débat public, je me dis, j'ai l'impression que la plupart des gens qui en parlent, et là le spectre est large, ne savent pas ce dont ils parlent et ne l'ont pas vraiment lu. Donc je me suis dit, c'est peut-être utile de le donner à lire ou à relire, en sachant que 3 clics sur Internet et vous l'avez le programme. Donc je ne suis pas en train de vanter mon livre en disant que c'est le seul endroit où vous trouverez ce programme. Il est d'un accès très facile. Mais curieusement, il est d'un accès très facile et on l'ignore. Alors Isabelle en a dit un mot. Cette collection, elle a une particularité. Elle est scindée en chapitres. Là, il y en a 11. Et chaque chapitre commence par un extrait d'ouvrages ou de documents ou d'archives. Puis ensuite, il y a une mise en contexte très rapide, il y a un commentaire et une bibliographie. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? On donne à lire un extrait, ou quelquefois ça peut être un texte in extenso, et puis on donne un certain nombre de clés au lecteur, et puis on lui dit voilà à partir de quoi on a bâti ce commentaire, et puis à vous de jouer en quelque sorte. Donc c'est une conception très ouverte d'un ouvrage, et donc là il y a 11 chapitres. Isabelle l'a dit, ça couvre un spectre pas très large, mais quand même, ça s'ouvre avec le programme du Front populaire, et ça s'achève avec un discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès de la Mutualité française à Montpellier en 2018. Dans l'intervalle, ça cite un certain nombre de textes qui sont connus des seuls spécialistes. Par exemple, le programme que le mouvement Libération de Zone Sud publie en 1942, mais franchement, très peu de gens le connaissent. Le programme du CNR, bien sûr, mais les mémoires, par exemple, de Claude Bourdet, j'y reviendrai. Claude Bourdet, c'est un des 5 membres permanents du bureau du CNR, justement. C'est un des dirigeants politiques les plus éminents de la résistance, et il a écrit en 1975 un livre qui s'appelle « L'aventure incertaine » et que je recommande chaudement à ceux qui ne l'ont pas lu, parce que c'est peut-être ce que j'ai lu de plus intelligent sur la résistance. Alors, mon Claude Bourdet, on y reviendra peut-être dans la discussion qu'on aura. Annie Ernaux. Alors, Annie Ernaux, parce que je l'aime beaucoup. On a le droit de choisir des textes parce qu'on les aime. Mais aussi Annie Ernaux, parce que elle a l'œil très aiguisé. Et dans l'ouvrage que je cite, Les années, elle fait un vrai travail d'introspection pour essayer de savoir comment la mémoire surnage, se construit, se modifie. Et je me suis simplement demandé en la lisant, que dit-elle du programme du CNR? Elle n'en parle pas. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas Annie Ernaux qui décide de ne pas parler du programme du CNR, c'est Annie Ernaux rapportant des propos de table qui ne cite pas le programme du CNR, mais par contre qui cite les congés payés, les 40 heures, c'est-à-dire qu'il y a la sécurité sociale, c'est-à-dire une espèce d'agrégat qui à la fois renvoie au Front populaire, renvoie au programme du CNR, mais le programme du CNR, il est dissous dans ses propos de table. J'ai dit ce livre est une commande. Pourquoi est-ce que je l'ai accepté? Parce que la demande m'a paru bienvenue pour 3 raisons. Première raison, je voulais donner à lire le texte lui-même. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas difficile d'accès, mais il se trouve que comme je constate que peu de gens le lisent, là, ils n'ont pas d'excuses, ils peuvent le lire. Deuxième raison, je voulais absolument replacer ce programme dans une histoire plus longue, dire dans quelle perspective on pouvait l'inscrire. Donc, exposer sommairement sa généalogie, ce n'est pas un programme qui surgit de nulle part. Il y a de très vieilles revendications du mouvement ouvrier qui se trouvent, comment dirais-je, synthétisées dans ce programme. Donc, quand on regarde les programmes de la CGT du début du XXe jusqu'à 1940, de la CFTC, quand on regarde le Parti socialiste et ses fioles, le Parti communiste, etc., on voit en fait beaucoup des mesures qu'on trouvera dans ce programme. Donc j'ai voulu retracer cette histoire plus longue. Et puis je voulais surtout dire sa mise en œuvre et son sort ultérieur, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai conduit le travail jusqu'à 2018 au discours du président Macron devant le Congrès de la Mutualité française. Le texte lui-même, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il est très court. Très très court. C'est même peut-être sa caractéristique majeure.
on s'attend, quand on dit programme du CNR, à quelque chose de très abouti, qui ferait quelques dizaines de pages. Pas du tout. Il est vraiment sec comme un coup de trick à certains égards, très très rapide. Il ne donne, j'y reviendrai, que des principes. Donc il est de lecture rapide. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce texte, c'est sa longévité mémorielle. Ça, c'est très très étonnant. Pourquoi ? Parce que d'ordinaire, un programme, c'est par définition éphémère. Pourquoi ? Parce que quand on fait un programme, quand on élabore un, ça correspond à un contexte, ça répond à des problèmes particuliers, et le sort d'un programme, c'est d'être oublié, ou bien parce qu'il a été mis en œuvre, et dans ce cas, il n'y a pas besoin d'en parler plus longtemps, ou bien parce qu'il est devenu caduc. Je donnerai un seul exemple que vous avez tous en tête, le programme commun de gouvernement de la gauche de 1972, enterré en 1977, n'est pas un texte dont on parle matin, midi et soir. Il est oublié. Alors on me dirait, mais non, on s'en souvient. Oui, dans un coin de la tête, on a ça, mais enfin, ce n'est pas une référence. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il a été caduc. Et donc, le programme du CNR, moi, m'intrigue depuis longtemps parce que le programme de mars 1944, adopté à l'unanimité le 15 mars 1944 par les membres du CNR, et son concepteur, le Conseil national de la résistance, ont la vie longue. Et ses détracteurs diraient plutôt qu'ils ont la vie dure. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout ce qu'on peut, on n'arrive pas à enterrer ce programme. Et je voudrais vous en donner quelques exemples récents. Le documentaire de Gilles Perret, Les Jours heureux, qui est sorti sur les écrans en 2013, est une réflexion sur ce programme du CNR qui s'articule en 2 temps dans le documentaire. Première partie, une partie historique qui fait la genèse du CNR, qui en explique les enjeux, et puis une deuxième partie qui le contextualise à notre époque en allant interroger des responsables politiques qui donnent pour la plupart des réponses absolument navrantes. Évidemment, c'est un documentaire polémique, vous l'aurez compris. Gilles Perret ne parle pas de n'importe où, il a un point de vue très critique sur l'usage qu'on fait du programme du CNR. Donc, premier exemple, Gilles Perret. Deuxième exemple, l'allocution d'Emmanuel Macron. Vous l'avez, je pense, tous en tête, le 2 avril 2021, en pleine pandémie, disant que nous retrouverons les jours heureux. Alors les gens qu'on qualifie d'observateurs ont pour une bonne part cru qu'il appelait le bonheur de ses voeux, et les plus cultivés ont compris qu'il faisait référence au programme du CNR, bien entendu. J'y reviendrai, c'est étrange en pleine pandémie, quand on doit se projeter vers l'avenir, de tourner les yeux vers le 15 mars 1944. Mais c'est ainsi. Troisième exemple, la campagne de Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste français. Lors de la dernière élection présidentielle, il a pris pour slogan « Les jours heureux ». Alors on me dirait, ben voilà, là le programme du CNR est au cœur de son propos, mais pas du tout étonnamment. Le slogan c'est « Les jours heureux », mais on peinerait à trouver dans ce qu'il dit des références précises au programme, ce qui est très étrange là encore. Donc au fond, ça s'adresse à qui ? À quelques initiés qui savent que les jours heureux renvoient au programme du CNR, mais si je lis le programme du dit candidat, ben, je ne trouverai pas grand-chose sur le CNR proprement dit et sur son programme. Dernier exemple, celui-là il est quand même étonnant, le Conseil national de la refondation. Le président de la République propose donc, après le grand débat des Gilets jaunes, le Conseil national de la refondation, donc à chaque fois on sort d'une séquence, où on essaie de sortir d'une séquence très difficile, et il emploie le mot Conseil national de refondation en disant que c'est une référence explicite au sigle CNR. Donc il n'y a aucun hasard là-dedans, lui-même le dit. Et il dit, on vit, je cite, un temps comparable. Et nous sommes, je cite encore, dans une ère historique qui impose de changer profondément de modèle. Ça, c'est admirable. Parce que je développerai cet exercice rhétorique plus avant, mais c'est exactement la formule latine in cauda venenum. C'est dans la queue que se trouve le venin. C'est-à-dire qu'il y a un premier temps où vous dites on vit un temps comparable et ce programme était incomparable en quelque sorte. Et puis un deuxième temps où vous dites mais les temps ont changé, ce programme ne nous est plus d'aucun secours. Et donc vous dites mais alors pourquoi l'avoir
cité dans la première... Bon, on reviendra à ça, mais c'est une vraie question. Et donc la question fondamentale, vous l'aurez compris, c'est comment expliquer l'étonnante résonance en 2023 d'un programme enfanté il y a 80 ans dans les conditions si singulières de la clandestinité. Ça, c'est une vraie énigme historique. Pour expliquer ça, ou pour tenter de répondre, je formule 3 hypothèses. Première hypothèse, ce programme, je l'ai dit, c'est l'aboutissement d'une longue histoire de revendication du mouvement ouvrier dans ses déclinaisons syndicales, partisanes, qui ont été portées de très longue date, avec un précédent très fort sur lequel je choisis d'ouvrir le livre, qui est le programme du Front populaire. Seulement, je le reproduis pour montrer quoi? Qu'il n'y a pas de programme plus succinct que celui-là. En fait, le programme du Front populaire n'est pas un programme. C'est l'énoncé de quelques principes qui permettent, à moindre frais, de rassembler sous une même bannière les radicaux, les communistes et les socialistes. Mais quand on le regarde de près, alors il est intéressant en soi, mais on ne peut pas dire que ce soit un programme abouti. Alors pourquoi ce programme du Front populaire a-t-il une telle aura? Mais parce que, vous le savez tous, dans les temps qui précèdent la venue au pouvoir officiel de Léon Blum, il y a une vague de grève extrêmement puissante. Et c'est ce rapport de force-là qui, en réalité, traduit le programme du Front populaire dans des mesures qui ne sont pas dans le programme du Front populaire. Eh bien, je dirais que mutatis mutandis, la période de la libération répond au même cas. Pourquoi? Parce que le programme du CNR ne peut être mis en œuvre à partir de 1944 que parce qu'on a un rapport de force politique qui est extrêmement favorable à ce programme. Je rappelle, sans vouloir faire un cours d'histoire, qu'à eux seuls, le Parti communiste, le Parti socialiste, SFIO et le MRP ont 75% des suffrages. Et ils sont tous signataires du programme du CNR. Donc ça ne posera aucun problème. Alors et la droite réagit-elle? Mais la droite est totalement discréditée par Vichy. Elle est assimilée corps et âme à Vichy, et donc elle n'a pas voix au chapitre. Et finalement, qui s'insurge contre ce programme? Claire Andrieux le dit dans son livre sur le programme du CNR, une frange très très étroite de nostalgiques de Vichy, qui sont les seuls à dire « mais d'où vient ce programme ?» On est en train d'appliquer un programme qu'on n'a pas discuté. Qu'est-ce que c'est que ça? Eux s'insurgent, mais ils sont bien les seuls de leur espèce. Autrement dit, pour le Front populaire comme pour le programme du CNR, il y a le programme et il y a le rapport de force politique au moment où ce programme doit être mis en œuvre ou pas. Et dans les deux cas, le rapport de force est éminemment favorable aux forces qui portent le programme. Donc ça, c'est ma première hypothèse. On pense en 2023 à ce programme parce qu'il représente une sorte de point de cristallisation très étonnant dans notre histoire. Deuxième hypothèse, mais je dirais c'est... J'ai dit moment de cristallisation. Ce programme, il est très étrange, parce que pour qui connaît notre histoire politique, on aurait pu penser qu'on sortirait des années de l'occupation, avec les tensions que vous savez, avec les affrontements internes à la population française, avec une guerre civile, comme ça a été le cas en Yougoslavie ou en Grèce. Et quand on connaît notre histoire politique depuis la Révolution française, ce n'est pas du tout une hypothèse farfelue. On aurait pu penser ça. On aurait pu penser, par exemple, que chaque fois qu'on libérait une préfecture, un commissariat de police ou que sais-je encore, il y aurait un affrontement entre les gens favorables au régime de Vichy et puis les résistants. Mais ça ne s'est pas produit comme ça du tout. Vichy a crevé comme une bulle de savon, totalement, abandonné par l'opinion, et la résistance s'est installée. Or, ce moment de consensus plein et entier, qui est très inhabituel dans notre histoire politique, il résulte d'un mouvement de fond. Alors je ne vais pas là non plus redonner tout le détail, mais à chaque fois qu'on parle du CNR, on ne dit pas ça, et donc on ne comprend pas ce qu'est le CNR. Au départ, en 1940, quand le pays s'effondre, mais s'effondre littéralement, c'est-à-dire quand plus rien n'est debout. Quand je dis plus rien, ça veut dire qu'il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de partis, l'Église est en grande difficulté, etc. Tous les cadres se sont effondrés.
Comment la résistance naît-elle? Elle naît d'initiatives individuelles, de personnes qui se disent il faut faire quelque chose, on ne peut pas accepter cette situation. Ces gens-là isolés vont créer des petits noyaux, puis des groupes, puis des mouvements, ce sera combat, libération, francs-tireurs, défense de la France, le groupe du musée de l'homme, etc. Et puis parallèlement, les partis politiques qui ont eux aussi beaucoup pâti de la période 39-40 vont essayer de se réorganiser. Le Parti communiste avec un handicap énorme, qui est le pacte germano-soviétique du 23 août 1939, avec sa mise hors la loi en septembre, et donc le fait qu'on peut dire que jusqu'en 1941, il a, comme on dit au Golfe, un handicap énorme. Bon. Le Parti socialiste s'est complètement dissous. Il va falloir le reconstituer de toutes pièces avec le comité d'action socialiste de zone nord et de zone sud, ça va prendre beaucoup de temps. Autrement dit, on a un éparpillement total des forces que nous, on appelle aujourd'hui rétrospectivement la résistance. Mais il n'y a pas de la résistance en 40, 41, 42, il y a des groupes qui, tant bien que mal, vaille que vaille, essaient de se frayer un chemin. Ils le font chacun au prix d'efforts tels qu'ils ne lèvent pas le nez du guidon. Ils ne regardent pas ce qui se passe autour. Ça veut dire que Libération ne sait pas ce que fait Combat, qui ne sait pas ce que fait Francs-Tireurs, et que les communistes s'occupent de leurs affaires, et les socialistes, etc. Bien. Le premier moment où on observe, je ne dirais pas une fusion, le mot serait grandiloquent, mais l'absorption, enfin, la conjonction de deux groupes, c'est décembre 1941 à Grenoble. Liberté, Libération nationale décident de regrouper leurs troupes, c'est pas grand-chose, hein, je vous dis tout de suite, décembre 41, et c'est pas des milliers de gens, de regrouper leurs troupes dans un mouvement qu'ils vont appeler Libération française. Et Libération française va publier dès ce moment-là un journal qu'on va appeler Combat, et donc on ne connaîtra pas le mouvement sous le nom de Libération française, mais de Combat. C'est le premier cas, j'allais dire, de fusion. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Janvier 1942, l'émissaire politique du général de Gaulle, Jean Moulin, arrive en zone sud, le 2 janvier 1942. Il a, je résume à très grands traits, mais on pourra peut-être en parler, comme mission précisément de rapprocher les groupes, les mouvements entre eux, et, si possible, de leur faire accepter le fait qu'ils se placent sous l'autorité politique du général de Gaulle. Jean Moulin va, au prix de difficultés inouïes, je ne retrace pas ici, en 9 mois, atteindre cet objectif. Il va réussir à persuader Combat, Libération et Francs-Tireurs, les trois principaux mouvements de la résistance non communiste de zone sud, non pas de fusionner, ils ne veulent pas fusionner, ils tiennent trop à leur organisation, mais de coordonner leur action. 27 novembre 1942, chez les Martin Chauffier à Collonges au Mont-d'Or, première réunion du comité de coordination de zone sud. 9 mois d'un travail éreintant pour arriver à regrouper 3 mouvements. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de parti, c'est uniquement la zone sud, ce n'est pas la zone nord. Moulin repart à Londres, février-mars 1943, a de longues discussions avec le général de Gaulle, l'état-major interallié, etc. Et avec le général de Gaulle, la décision est prise d'élargir considérablement la focale. Quand Moulin rentre le 19 mars 1943, il a comme mission de créer le plus vite possible un conseil de la résistance qui regrouperait non pas 3 mouvements de résistance de zone sud, mais tous les mouvements, zone nord, zone sud, tous les partis politiques résistants, zone nord, zone sud, tous les syndicats. Tous les syndicats, en gros CGT, CFTC. Bon. Il rentre le 19 mars, le 27 mai 1943, réunion à Paris du Conseil de la Résistance, rue du Four. Il a rempli son contrat. 1 mois avant, la CGT s'est réunifiée par les accords du Péreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez que ça a été une très longue bataille. Longue, elle n'est pas si longue parce que tout va très vite dans une chronologie aussi resserrée. Mais ça a été une vraie bataille que d'aller vers cette unification. Et ce qui se passe le 27 mai 1943, c'est fondamental. Parce que ça installe une unité entre des groupes qui ont des objectifs idéologiques extraordinairement disparates et qui
n'abdiquent pas du tout leur particularité, mais qui, le temps de la bataille et jusqu'à la libération, décident d'agir ensemble. Et c'est grâce à ça qu'après 18 mois de discussion, les parties prenantes du CNR vont finalement parapher le 15 mars 1944 le programme du CNR, qui donc est en quelque sorte la traduction politique de tous les efforts dont je viens de parler. Alors évidemment, la configuration du Conseil de la Résistance est telle qu'il consacre un glissement à gauche du centre de gravité de la résistance. Très clair. Alors on me dirait, il y a quelques représentants de partis centristes ou de droite dans le CNR. Oui, on en a mis quelques-uns, parce qu'il fallait essayer de couvrir le spectre le plus large, mais personne n'est dupe. Les forces motrices du CNR, ce sont les forces de gauche, syndicales et politiques. Ça, personne ne le conteste. Et du coup, le programme du CNR, ça va être un programme très à gauche. Et quelquefois, on me dit, mais il y avait des gens de droite dans le CNR. J'ai envie de dire, beaucoup de ces gens de droite de 1944 étaient plus à gauche que beaucoup de gens de gauche aujourd'hui. Donc, là aussi, vous voyez, la notion, elle est très, très malléable, en quelque sorte. Donc, il faut être prudent. Troisième hypothèse que je formule pour expliquer la longévité mémorielle de ce programme, mais il a été à peu près complètement mis en œuvre avant l'avènement de la guerre froide. Ça, c'est quand même d'une efficacité redoutable. La libération, c'est, comme vous le savez, l'été 1944. La mise en œuvre du programme, elle est littéralement achevée fin 1946. Il n'y a pas beaucoup d'exemples d'une efficacité pareille. Évidemment, ça marque les mémoires. Seulement, malgré ce que je viens de dire, il y a un paradoxe très étonnant. C'est que le programme du CNR, qui est donc fondamental parce qu'il va bâtir toute l'architecture économique, sociale de la France d'après-guerre. Ce programme-là, il va très vite connaître une éclipse, et une très longue éclipse. C'est-à-dire qu'il a fonctionné, il a été mis en œuvre, et bien on n'en parle plus. Alors pourquoi? D'abord peut-être parce que comme il a été mis en œuvre, ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de raison supplémentaire d'en parler. Je crois que la raison fondamentale est bien plus profonde. La raison fondamentale, c'est que la résistance, une fois qu'elle a atteint son but, est rentrée dans le rang. Ça veut dire que, paradoxalement, ce qui l'a rendue victorieuse a signé son arrêt de mort politique. Je vous renvoie à un discours très célèbre du général de Gaulle qu'on trouve en ligne, le discours prononcé au palais de Chaillot le 12 septembre 1944. Il le prononce devant toutes les autorités de l'État et devant les membres du CNR. Et il y a un vibrant hommage au CNR et à la résistance et en même temps un message limpide, l'État reprend ses droits et ses prérogatives. La résistance a fait une œuvre admirable, mais elle n'a plus de raison d'être. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? L'appareil d'État va reprendre toutes ses prérogatives. Et dans les textes que je reproduis dans le livre, il y en a un que j'aime bien, c'est le discours prononcé par Louis Saillant. Louis Saillant, membre éminent du CNR, président du CNR, qui, en mars 1945, parle à la radio nationale française. Et si vous lisez bien le discours de mars 1945 de Louis Saillant, où il se remémore le moment où ils sont rassemblés pour ratifier ce texte, etc., c'est comme un éloge funèbre. C'est-à-dire on a l'impression qu'il parle d'un mort, vous savez, avec tout le respect du un mort, mais un mort. Hein. Ça veut dire on est un an après, et ce n'est pas célébrer, comment dire, l'héritage vivant du CNR, c'est dire le CNR s'est constitué de telle façon, son programme, on l'a élaboré là dans la banlieue parisienne de telle et telle façon, et puis aujourd'hui, une page est tournée. Je parlais tout à l'heure d'Annie Ernaux. Elle aussi, ça m'a vraiment frappé, c'est une observatrice extraordinairement fine, comme vous le savez. Or, il n'y a pas de programme du CNR dans les propos qu'elle rapporte. Ça veut dire qu'au fond, ce que Louis Saillant nous dit officiellement, en quelque sorte, à la radio, Annie Ernaux le dit en ayant mené des recherches et en ayant écrit, c'est de la littérature. Mais
je crois que quelquefois la littérature, et je le dis comme je le pense, est plus puissante que l'histoire. Je crois que dans son cas, elle, on comprend encore mieux en la lisant ce qu'est le sort ultérieur du programme. Alors j'ai dit une longue éclipse. Comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Je dirais en gros du 12 septembre 1944, Chaillot, puisqu'on est à Lyon le 14 septembre, le général de Gaulle entame une tournée en zone sud par Lyon. Et si vous lisez son discours, dont on retient toujours qu'il a dit Lyon était la capitale de la résistance, il dit quand même autre chose, qu'il redira mot pour mot à Marseille, Toulouse, Bordeaux, puis plus tard Lille, l'ordre doit revenir dans le pays. Ça, c'est le maître mot. Et quand il dit ça, tout le monde comprend le sous-texte. La résistance n'a plus de raison d'être. Elle a rempli son objet, et maintenant, il y a un gouvernement provisoire de la République française, et le général de Gaulle est à la tête de ce gouvernement. Alors, je dirais donc son acte de décès, on peut le dater du 12 septembre 1944, et le moment où on l'exhume, on peut le dater de mars 2004. Pourquoi? Parce qu'en mars 2004, d'anciens résistants lancent un appel. Et je le reproduis dans l'ouvrage. Et ils le font parce qu'ils sont, je les cite, navrés de voir remis en cause le socle des conquêtes sociales de la libération. Et ils lancent un appel aux jeunes générations pour, je les cite, faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale et culturelle. Qui sont les signataires? Je vous en donne quelques-uns. Lucien Raymond Aubrac, Daniel Cordier, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Krigel-Valrimont, Lise London, Georges Ségui, Germaine Tillion, Jean-Pierre Vernant. Pourquoi j'égrène ces noms? Parce que c'est des gens qui n'appartiennent pas du tout à la même famille idéologique et politique, en aucune façon. Mais c'est très... Et même pas à la même famille résistante. Daniel Cordier, c'est un Français libre. Il prend bien à cette époque-là toujours soin de dire « je n'étais pas résistant de l'intérieur ». Et la critique que vous verrez dans Alias Caracalla, qui est absolument claire, c'est, au fond, ces gens de la résistance étaient très sympathiques, mais d'une inefficacité dramatique. Et dès qu'on leur demandait quelque chose, nous, agents du BCRA, donc des services de renseignement, en action en France, on n'avait rien, ou trop peu. Bon. Donc il n'est pas un amoureux de la résistance inconditionnelle. Mais là, vous le retrouvez avec Lise London, donc avec des communistes pur sucre, et puis avec Germaine Tillion, qui n'a jamais été précisément communiste. Donc ça fait réfléchir, parce que vous retrouvez cette espèce d'union sacrée en 2004. Et alors, c'est intéressant parce que, pourquoi est-ce qu'ils ont lancé cet appel? Mais parce qu'en 2004, c'est le 60e anniversaire, et qu'à grand son de trompe, on célèbre le 6 juin, le 15 août, donc débarquement de Normandie et de Provence, et on ne célèbre pas à aucun niveau de l'État le programme du CNR du 15 mars. Et vous voyez, ils sont trop fines mouches pour ne pas comprendre que la célébration de faits d'armes militaires et l'oubli d'un texte essentiel, c'est tout sauf anecdotique. Et donc ils entendent le ramener sur le devant de la scène pour dire la résistance, c'est pas seulement, c'est des combats, c'est des gens qui prennent des risques à la vie et à la mort, mais c'est aussi une manière à l'époque de penser l'avenir. Alors, l'appel de 2004, il n'a pas suscité une vague de fond. Mais en 2010, un des signataires de cet appel, Stéphane Hessel, a publié un petit livre qui s'appelait « Indignez-vous » et qui a eu un succès qui a surpris son auteur, son éditeur, enfin tout le monde. Et ce livre a été publié en 34 langues, a été inspiré, vous savez, l'action politique en Espagne, enfin je ne vais pas vous refaire tous les détails, mais a eu un écho considérable. Or, qu'est-ce qu'il disait dans Indignez-vous? Exactement ce qui avait été dit en mars 2004, en réalité, peut-être de façon plus vivante, donc ça explique son retentissement. Alors, pourquoi un programme qui a été entièrement mis en œuvre, qui a été ensuite, qui est tombé dans l'oubli, ressurgit-il au tournant du XXe, XXIe siècle? Pas seulement parce qu'on ne célèbre pas le 60e anniversaire du programme du CNR, évidemment. Il y a une raison bien plus profonde. Cette résurgence-là ne se comprend pas
si on ne prend pas en compte la vague néolibérale lancée sur tout le monde occidental avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan d'autre part, et avec les politiques afférentes. Je dirais que cette vague, vous le savez, elle a été encore confortée par la chute du mur de Berlin, novembre 89, puis par l'implosion de l'URSS. Ça veut dire qu'en fait, là, le néolibéralisme, il n'a pas des possibilités devant lui. Il a un boulevard totalement ouvert, il n'a plus d'opposition, le marxisme est totalement discrédité, l'expérience de l'avenir radieux de l'Est, bon, ben, cette expérience-là, elle a échoué. Autrement dit, plus d'adversaires. Et c'est intéressant parce que quand Friedrich Hayek, publiait en 1944, je donne le titre en français, La route de la servitude, qui est le bréviaire du néolibéralisme. C'est vraiment l'homme qui lance ça. Il était inaudible. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas seulement le programme du CNR, il y avait le plan Beveridge au Royaume-Uni, il y avait au fond la gauche démocrate rooseveltienne aux États-Unis. C'était assez normal de voir l'État prendre un certain nombre de leviers. Donc ce n'est pas une expérience marxiste que mène le CNR, c'est une expérience, je dirais, keynésienne d'une certaine façon, mais qui, à l'époque, va de soi. Sauf que Hayek est inaudible en 1944, il y en a une preuve très claire, à mon avis. Vous savez que beaucoup de gens s'étonnent de la défaite de Winston Churchill aux législatives de 1945. On dit toujours, mais comment le vieux lion, l'homme qui, etc., est battu. Il faisait quand même distribuer une brochure qui reprenait les propos les plus forts de Hayek. Ça veut dire que le programme qu'il avait était un programme conservateur bon teint, avec une teinte néolibérale très forte, qui n'était pas audible au moment où il se présentait. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je dirais que Hayek et ses épigones, à partir des années 80, Milton Friedman, et on pourrait donner un autre nom, connaissent un succès foudroyant. C'est la fameuse formule de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Donc ça, c'est très très fort quand vous pouvez asséner quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'autre politique que celle qu'on veut mener. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, j'en viens au texte lui-même. Le titre original du programme, c'était exactement « Programme d'action de la résistance ». Ce n'est pas un titre catchy, comme on dit en anglais. Ce n'est pas quelque chose qui vous prend au trip, « Programme d'action de la résistance », mais je dirais que ça définissait parfaitement sa teneur. Pourquoi? Parce que, en fait, ce texte, il a deux parties bien distinctes. Il y a une première partie qu'on ne cite jamais, parce qu'évidemment, celle-là, elle est devenue caduque. C'est un plan d'action immédiate qui organise l'insurrection. Bon, on ne pourrait pas en faire grand-chose. Puis il y a une deuxième partie, j'y reviendrai, sur les mesures à appliquer dès la libération du territoire. C'est celle-là qui intéresse aujourd'hui. Donc, programme d'action de la résistance. Alors, pourquoi les jours heureux? Parce que tout le monde sait que les jours heureux, en fait, c'est le titre du programme du CNR. Mais parce que, en fait, ce programme, il a été très peu publié sous l'occupation. Le journal Libération de Zone Sud en a publié un numéro spécial de son journal, format A4, recto verso, tout le programme. C'est dire qu'il n'est pas très long. Hein. Tout le programme sur une feuille clandestine. Mai 1944. Mais le journal clandestin, même s'il est tiré à 120 000 exemplaires, ça n'a pas une diffusion extrême. Alors Libération Sud décide de faire une brochure. Alors ils mettent les petits plats dans les grands. Ils font une édition avec 100 exemplaires sur joli papier. Alors aujourd'hui, quand vous le regardez, c'est triste. C'est un papier buvard, pas de grande qualité, mais ils ont mis vraiment tous leurs moyens pour essayer de faire une belle brochure. Et Jules Merillon, qui est le patron de la propagande diffusion de Libération, reçoit pour mission de faire imprimer ce programme. Mais on est dans la clandestinité. On ne passe pas un coup de fil pour savoir s'il a ça comme consigne. Et lui, il est devenu un homme d'impression. Et il se dit, mais programme d'action de la résistance, ça va tomber des mains des gens. Ce n'est pas un titre. Il faut trouver un autre titre. Et il y a un film qui passe à l'époque qu'il a vu, qui s'appelle Les Jours Heureux, qui lui a bien plu. Et il prend ce titre. Et il va tirer la brochure avec Les Jours Heureux. Quand la direction de l'IB Sud découvre le poteau rose, ils sont furieux. Ils lui disent, c'est fleur bleue, c'est nul, comment tu as pu faire ça, enfin bon.
Et vous voyez, c'est intéressant parce que regardez historiquement ce que c'est devenu. Ce qui était un titre qui paraissait fleur bleue aux contemporains, qui étaient les acteurs même de cette histoire, aujourd'hui résume entièrement le programme. C'est quand même étonnant comme glissement, hein. Mais c'est ce qui s'est produit. Alors, ces jours heureux, j'ai dit qu'ils ont fait tirer une brochure, c'est 200 000 exemplaires. C'est énorme à l'échelle de leurs moyens, c'est rien à l'échelle du pays. Ça veut dire quoi très concrètement? Que ce programme a été très peu connu de la population française jusqu'à la Libération. J'insiste sur ce point qui est irréfutable. Alors, il a été peu diffusé, mais il a eu un très grand impact à cause des mesures à appliquer dès la libération du territoire. Et là, je vais vous en citer quelques-uns de ces mesures qui, à mon avis, sont moins des mesures que des principes à mettre en œuvre. J'insiste sur un point. C'est une déclinaison de principes sans que jamais on entre dans le détail de leur mise en application. Autrement dit, on délègue à ce qui se fera après libération la question si importante des moyens qu'on mettra en œuvre, on dirait aujourd'hui des décrets d'application, si vous voulez. Ça, c'est très très fascinant parce que ça veut dire que la résistance a suffisamment confiance en elle pour penser qu'à la libération, elle arrivera à peser sur la manière dont on traduira en texte législatif ce qu'elle pose comme des principes. J'en donne quelques-uns. Vous verrez qu'ils résonnent très, très fortement aujourd'hui. Primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Garantie d'un niveau de salaire ou de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. Je vous cite les mots exacts, pourquoi? Parce que vous voyez, c'est intéressant, on dit souvent il est daté. Je ne crois pas, les principes ne sont pas datés, j'y reviendrai. Mais le vocabulaire est daté. Par exemple, cette insistance mise sur la dignité, elle renvoie à l'extraordinaire difficulté de la vie de ses contemporains. Pas seulement de 40 à 44, avant bien entendu. Et donc, si on insiste tant sur la dignité, c'est parce que la dignité a fait défaut. Parce qu'il y a eu des fins de vie misérables. Parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, pas de retraite, etc. Et on y reviendra peut-être si vous voulez dans la discussion, mais parmi les gens qui élaborent ce programme, il y a des gens qui personnellement ont vécu ces difficultés-là. Ce n'est pas une connaissance livresque. Donc, leur vocabulaire est intéressant. Éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. Ça pourrait être écrit aujourd'hui, je crois. Et puis alors, il y a l'éducation. Bon, évidemment, on est sensible à ça. Je vous le cite in extenso, c'est pas très, comme tout le reste, c'est très rapide. Mais là aussi, je crois qu'on est loin du compte. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Vous savez ce que ça a donné très concrètement en 1945, l'École nationale d'administration. Et si vous regardez archives de l'INA, accessibles en ligne, sans payer, les actualités cinématographiques de l'époque qui rendent compte de la création de l'ENA, c'est vraiment dans cet esprit-là. Bon, je n'aurais pas la cruauté de dire ce qu'il en est advenu aujourd'hui. Alors, j'ai donné quelques principes. Est-ce que c'est un programme parfait? Non, pas du tout. C'est un programme de son temps, et c'est un programme qui comporte des lacunes. J'en donnerai deux qui sont importantes. Contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'y a pas le droit de vote des femmes dans ce programme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas se mettre d'accord sur un sujet aussi épineux, même entre résistants. C'est intéressant quand même. Sauf que le programme est du 15 mars. Or, à l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, fin mars, fin de cette même année 44, on débat de cette question. Et, pas à l'unanimité, mais à une majorité après des débats très vifs, le droit de vote est accordé aux femmes par l'Assemblée consultative provisoire. Ce que le CNR n'a pas voulu le 15,
c'est effectif à la fin du mois par un vote de l'Assemblée consultative qui est constituée de représentants de la résistance sortis de la clandestinité et venus à Alger. Donc, je dirais le mal est réparé, si vous voulez, encore que, vous voyez, même ce droit de vote, c'est intéressant. Vous lirez souvent, vous entendrez dire, le général de Gaulle donne le droit de vote aux femmes. Vous voyez, c'est le type de raccourci désespérant. Parce que c'est très aimable à lui, mais il n'a pas donné le droit de vote aux femmes. C'est pas tout d'un coup dit, tiens, on va donner le nom. Évidemment, le rapport de force est tel qu'il est impensable en 1944 de dire aux femmes, écoutez, merci pour tout, mais maintenant, on va revenir aux choses sérieuses. C'est même pas la Grande Guerre. Parce que dans la Grande Guerre, il y avait un front et un arrière. On dira le rôle des femmes a été essentiel à l'arrière. Oui, mais enfin à l'arrière. Dans la résistance, il n'y a pas de front et il n'y a pas d'arrière. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc, on va leur dire, ben non, mais finalement, c'est pas possible. C'est tout bonnement pas possible. Quand on a des femmes qui s'appellent Bertie Albrecht, Lucie Aubrac, et quantité d'autres dont on n'a pas retenu les noms, et quand dans des couples, dans la clandestinité bien constituée, le mari et la femme ne font qu'un, ils vont faire quoi? La femme chargera son mari de tous ses bons voeux pour aller voter. C'est pas possible. Bon. Mais vous voyez, là, il y a une insuffisance du CNR, d'après nos critères. Et puis, il y en a une deuxième qui est plus préoccupante, c'est les colonies. Sur les colonies, il est prévu, je cite, une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. On me dirait, ben c'est clair, non. Justement, ce n'est pas clair du tout. Là, pour le coup, tout va dépendre des décrets d'application, si j'ose dire. Et les décrets d'application, ça sera 8 mai 1945, sétif. Ça ne sera pas autre chose. Et avec les conséquences que vous savez. Donc, vous voyez, je n'essaie pas de faire de ce programme le parangon de la vertu, la perfection sur mesure. C'est un programme de son temps, il est conçu par des gens qui ont leurs insuffisances ou qui sont de leur époque, tout bonnement, mais c'est quand même un programme qui est très fort. Alors, ce qui me frappe aussi, c'est ces conditions d'élaboration. Qui élabore ce programme? Mais un groupe très restreint de personnes. Des émissaires du Parti communiste, du Parti socialiste, des syndicats. Écoutez, 10, 15 personnes, vous voyez? Est-ce qu'il y a un congrès? Non. Est-ce qu'il y a des motions? Non. Est-ce qu'il y a une primaire pour eux? Non, il n'y a rien de tout ça. C'est très étrange parce que tous les canons de la démocratie sont méconnus. Évidemment, on ne peut pas. Donc je ne critique pas le fait qu'on n'ait pas d'exercice démocratique, mais je dis qu'il n'y a pas de démocratie en exercice. Regardez dans nos temps pacifiques, si j'ose dire, ce que donne l'élection pour la présidence d'un parti, où tout est calé et on voit des gens s'invectiver, se menacer, se traduire en justice, parce que ça n'a pas été conforme à ce qu'on avait décidé. Là, ce qui me frappe, c'est quoi? Ben, qu'on a un tout petit groupe de gens qui vont concevoir un programme et que ce programme, nul n'en remettra en cause la légitimité à la libération. Ça, c'est très frappant. Ça traduit ce que j'appelle, on pourra peut-être y revenir si vous voulez, quelque chose de très subtil qui, dans le fonctionnement de cette clandestinité, qu'est ce que j'appelle la démocratie sans le vote. C'est-à-dire que paradoxalement, on a une manière de démocratie qui infuse et qui fait que des décisions prises par un petit nombre de gens qui sont représentatifs d'un nombre beaucoup plus large sont parfaitement acceptées. Ce qui n'est pas le cas, regardez notre actualité, ce qui n'est pas le cas quand on a pourtant des filtres autrement éprouvés, définis par la Constitution, enfin que sais-je encore. Donc le programme, il est fait par un petit groupe, mais il est accepté et il est appliqué. J'ai dit tout à l'heure que l'État reprenait ses droits et prérogatives. Bon, ben, le CNR, on n'en parle plus très vite. Les comités départementaux de libération sont très vite remisés au magasin des accessoires. Les forces françaises de l'intérieur, donc les résistants en armes, doivent intégrer l'armée régulière ou se dissoudre. Les milices patriotiques communistes sont dissoutes en octobre. Enfin bon, je ne continue pas. L'État a repris tous ses droits.
j'ai dit que c'était un programme dont les principes étaient demandaient une mise en application. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on n'a pas mis en application toutes les dispositions de ce programme. Par exemple, il y en avait qui prévoyaient de donner, je cite, des droits étendus aux ouvriers, en fait techniciens cadres, des entreprises pour en suivre la marche. Et Raymond Aubrac, qui était commissaire régional de la République à Marseille, a autorisé ou favorisé des réquisitions d'entreprises par la CGT. Il a été rappelé séance tenante en janvier 1945 à Paris et démis de ses fonctions de commissaire régional de la République. C'est-à-dire que là, il avait franchi une ligne rouge. C'est-à-dire que ce qui était dans le programme n'était pas acceptable par les autorités de l'État de l'époque. Vous voyez, là aussi, on voit qu'il y avait une marge de manœuvre, et que donc ça dépendait beaucoup de ce que décidait X, Y ou Z. Et Aubrac est à peu près le seul à avoir pris ces décisions-là. Alors, j'en viens à ce qui, moi, m'intéresse encore peut-être plus, c'est quelle est l'attitude, à partir des années 2004, qu'observent les dirigeants en place vis-à-vis de ce programme. J'en vois deux. Première attitude, l'attaquer frontalement. Et je cite dans ce livre un texte qui est bien intéressant de Denis Kessler. Denis Kessler a publié dans la revue Challenge, le 4 octobre 2007, un texte qui s'appelle, je le cite, « Adieu 1945, accrochons notre pays au monde ». Et dans ce très beau texte que vous pourrez lire, il dit que le programme est, je cite, « dépassé, inefficace, daté ». Et c'est une attaque à boulet rouge, au début de la présidence Nicolas Sarkozy, de l'architecture laissée par le programme du CNR. C'est intéressant parce que Denis Kessler n'est pas un homme politique ordinaire, il est un économiste de premier plan, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, avant de devenir un des dirigeants du patronat, puis un responsable d'un grand groupe d'assurance. Autrement dit, il sait ce qu'écrire veut dire. Quand il écrit, il pèse ses mots. Et donc, ce qu'il écrit dans Challenge, c'est, je dirais, la version crue, décomplexée, on pourrait dire, d'une certaine manière, du regard qu'on peut porter sur le programme du CNR quand on est un représentant du courant qu'incarne Denis Kessler. Et puis, il y a une deuxième attitude qui est l'hommage vibrant mais funèbre. Alors ça, on en a quantité d'exemples. Je vous citerai Nicolas Sarkozy, il est cité dans l'ouvrage. Lui, il y a fait référence à plusieurs reprises pendant son quinquennat, parce qu'il avait une plume qui s'appelle Henri Guénaud, et qui est très, comment dire, épris du programme du CNR. Donc dès qu'il pouvait, il le casait. Mais même dans la primaire de droite, en novembre 2016, à Bordeaux, Nicolas Sarkozy dit, je le cite parce que ça mérite d'être cité in extenso, « Ceux qui ont trahi l'héritage du Conseil national de la résistance, ce sont ceux qui ont refusé depuis des décennies toute réforme par lâcheté et par opportunisme politique. Pouvons-nous regarder notre système de protection sociale comme si rien ne s'était passé entre 1945 et 2011 ? Le CNR n'a pas voulu d'un système d'aumône. » Et ça, c'est magnifique sur le plan rhétorique. Parce qu'au fond, avec des sanglots dans la voix, vous célébrez le programme, mais pour dire si on le laisse intact, on va à notre perte. Donc être fidèle au programme, si je traduis, c'est le trahir. On pourrait dire les choses comme ça. Quant au discours d'Emmanuel Macron, dont je parlais devant le congrès de la Mutualité française de Montpellier, juin 18, qui est sur le site de l'Élysée. Il y a un hommage ému d'abord, et puis il y a l'affirmation du refus, je le cite, après tant d'autres, de céder à l'adoration des totems. Je le cite, je préférerais toujours la justice sociale effective aux incantations et l'efficacité au fétichisme. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron, alors je n'ai pas parlé de François Hollande, vous allez me dire, vous êtes d'une discrétion, vous l'aimez trop. Non, il n'en parle pas. Très étrange, il est donc élu avec un ennemi qui est la finance, mais il ne parle pas du programme du CNR, voir l'introduction que j'en consacre. Par contre, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron en parlent. Et ça intrigue pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'en parler en réalité. Vous voyez, c'est ça qui est très frappant.
ce besoin irrépressible de placer leur politique à l'aune du programme du CNR tout en affirmant qu'il faut totalement le dépasser, c'est très étrange. Alors comment expliquer cette espèce d'attraction-répulsion, cette ambivalence? Moi, je crois qu'il y a d'abord un indice de la puissance évocatrice que conserve le simple sigle programme du CNR. Je crois que ça, c'est très très fort et qu'ils en sont conscients d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de connaître vraiment l'histoire ni le texte, mais on sait que ça renvoie à des conquêtes, ça renvoie à un modèle social, comme dit Emmanuel Macron. Et alors Emmanuel Macron parle beaucoup de modèles, totems, fétichisme, modèles archaïques. Et là, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose dont on peut discuter, mais je ne crois pas que ce soit discutable à la lecture du texte lui-même du programme. Le programme du CNR ne bâtit aucun modèle. Je reprends le mot, aucun. Il énonce des principes. C'est très différent. Alors on peut réfuter ces principes. Ça, on peut avoir un débat politique, idéologique là-dessus. Mais il énonce des principes, il ne propose aucun modèle, justement. Peut-être parce que ce n'était même pas concevable pour les membres du CNR de se mettre d'accord sur, entre guillemets, un modèle. Bon, les communistes n'avaient pas le même que les socialistes, que les MRP ou Paul Bastide. Bien. Et pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que, autant un modèle, ça peut être démodé, et ça l'est par définition. Autant c'est beaucoup plus difficile à démontrer pour des principes. Vous voyez, tu ne tueras point, c'est très vieux, hein, mais ça marche pas mal quand même. Hein. Et donc, c'est vrai que je le dis de façon provocatrice, mais je crois que s'il faut réfléchir à ça. On peut dire oui, il est daté, les féodalités, ça sent les 200 familles du moment du Front populaire. Oui, d'accord, je vous l'accorde. Le vocabulaire est daté. Mais la question de savoir qui détient les leviers économiques, ce n'est pas une question qu'on peut balayer d'un revers de main. C'est une question qui mérite débat. Alors, je voudrais terminer en citant Claude Bourdet. Parce que dans L'Aventure incertaine, donc, qui a été republié aux éditions du Félin, je vous le dis parce que c'est introuvable dans l'édition originale de 1975, mais les éditions du Félin ont republié L'Aventure incertaine, donc vous pouvez le trouver dans cette collection du Félin. Il était quand même membre du bureau du CNR et il a agi avec le plus grand sérieux, mais ce qui me frappe, c'est qu'ils ont agi, lui et ses camarades, sans se prendre au sérieux. Et je voudrais vous citer, je le cite dans le livre, ce passage. Il relate une conversation avec son père. Alors son père, c'est Édouard Bourdet, un des très grands hommes du théâtre de la première moitié du XXe siècle, critique, homme de metteur en scène, enfin du plus haut niveau. Paradoxalement, à Libération Sud, Pascal Copeau a pour père Jacques Copeau, qui est évidemment le symétrique de Bourdet. Donc vous voyez, ces gens-là sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ils voient leurs parents pendant la guerre. Et Claude Bourdet, dont son père sait qu'il dirige Combat avec Henri Freinet, Édouard Bourdet, le père, lui dit « Mais vous êtes des freluquets, quoi. Il n'y a que vous, là, pour mener la résistance. Vous, les jeunes, là, on peut encore presser le lait en pressant votre nez. Enfin, c'est pas sérieux. Il n'y a pas de gens de poids. » Et Bourdet lui répond, mais il n'y a pas de gens de poids, parce que les gens comme toi et ceux de ta génération, ils ne sont pas là. Donc il a bien fallu qu'on prenne la relève. Donc oui, c'est nous qui sommes aux commandes et on fait ce qu'on peut. Et dans L'Aventure incertaine, il écrit ceci. Que des hommes aussi peu préparés à l'action politique aient quand même ouvert la voie et réussi à établir entre eux une unité relative et mener une lutte de plus en plus vaste et efficace, sans oublier, dans la dernière étape, de définir ensemble un consensus politique approximatif pour l'après-guerre, le programme du CNR, encore acceptable et valable aujourd'hui, ouvrant ainsi la voie à l'établissement d'une 4e République qui était à sa naissance pleine de promesses. Ce n'est, après tout, pas si mal. Et là, il y a une parenthèse qui définit Bourdet. Je puis bien le dire, puisque dans cette dernière période si importante, je n'étais plus là. Évidemment, il n'était plus là. Il avait été arrêté, torturé, déporté. Il n'était plus là. Et vous voyez,
ce seul passage que je viens de vous lire, il est intéressant parce qu'il n'y a aucune vision glorieuse dans ce jugement rétrospectif. Rien. Le programme du CNR sous sa plume, ça devient, je le recite, un consensus politique approximatif pour l'après-guerre. Ce n'est pas vraiment le totem ou le fétichisme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a là une humilité profonde, authentique, dont nos dirigeants actuels feraient bien de s'inspirer. Je crois qu'ils pourraient, à défaut, se méfier d'une instrumentalisation politique de l'histoire qui n'est pas sans danger par l'effet boomerang qu'elle peut provoquer. Je vous remercie.